Salut Booktube! Comme souvent et au grand malheur de mon porte-monnaie, je me suis récemment perdue sur Ulule et j'ai trouvé le projet d'une autrice que je connaissais déjà en auto-édition, qui est une autrice de romance et avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois déjà. Et donc j'ai discuté un petit peu avec elle de ce nouveau projet qu'elle met en avant sur sa campagne Ulule, qui est un projet de romance de Noël intitulé Le contrat de Noël. Et en discutant un petit peu avec elle, j'ai découvert qu'en fait il s'agissait d'une histoire avec la trope fake dating, et du coup je me suis dit que c'était une super occasion déjà pour faire connaître un petit peu cette autrice qui, même si elle fait de la romance, ce qui n'est pas mon genre préféré, écrit des histoires hyper mignonnes et hyper agréables à lire, et qui avec l'auto-édition n'est pas forcément hyper connue non plus. Donc ça me permettait à la fois de la mettre en avant parce que je trouve que c'est important de montrer des autrices auto-éditées, mais également de parler de cette trope et d'analyser probablement beaucoup trop en détail cette trope de romance qui divise peut-être un petit peu moins que d'autres. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, d'essayer de disséquer et de dépatouiller un petit peu ce qui fait qu'une trope marche et les risques liés à cette trope. Concernant la campagne Ulule, elle est ouverte jusqu'à début octobre. Et cette fois-ci, elle n'est pas auto-éditée, mais elle est en partenariat avec les éditions Lasca, qui sont une toute petite maison d'édition indépendante, qui vient juste d'ouvrir donc début 2022. Donc c'est aussi intéressant de soutenir cette maison d'édition en plus de cette autrice. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais la pub, et la première contrepartie pour le livre uniquement numérique est au prix dérisoire de 5 €, donc franchement, allez-y. Et en plus, si pour moi, pendant la période de Noël, vous n'avez pas trop de choses à lire qui se passent pendant cette période, ça vous fera toujours un truc pendant Noël, et notamment pour la probable catégorie du Cold Winter Challenge. On vient juste de commencer le pack, mais je pense déjà au Cold Winter parce que pourquoi pas. Bien évidemment, je vous mets le lien et toutes les informations concernant sa campagne Ulule en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si c'est quelque chose qui vous tente, et n'hésitez pas à soutenir les petits auteurs et les petites maisons d'édition. Mais maintenant, sans plus d'introduction, je vais vous parler donc du fake dating et pourquoi est-ce que pour moi ça fonctionne, et quels sont également les risques liés à cette trope. Donc déjà, qu'est-ce que la trope du fake dating? Donc vous le savez sûrement, il s'agit d'une relation amoureuse qui n'est pas souhaitée initialement par les deux protagonistes, mais qui se retrouve à l'imiter, à la prétendre de façon factice pour X ou Y raisons, sur lesquelles on reviendra juste après, et qui petit à petit se retrouvent à tomber amoureux véritablement l'un de l'autre. C'est assez proche des tropes de mariage arrangé, notamment dans l'historique où c'était un petit peu l'équivalent parce qu'on n'avait pas de relation ouverte sans mariage à l'époque, mais également de la trope forced proximity, donc où les gens sont obligés de passer du temps ensemble, et c'est ça qui va un petit peu déclencher les sentiments. C'est une trope qui est assez populaire et je n'ai pas vu de gros avis négatifs dessus. Enfin, il n'y a pas d'aversion énorme sur cette trope. Il y a quelques critiques qu'on peut en faire évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui se disent qu'ils ne vont pas lire un livre parce qu'il y a cette trope, et souvent ça amène des histoires plutôt mignonnes, donc c'est quelque chose qui est, je trouve, plutôt bien vu. Et même si elle est assez courante en romance, on la trouve assez peu finalement dans d'autres sous-genres, et notamment par exemple en fantasy où on peut retrouver d'autres tropes romantiques. Finalement le fake dating, on le retrouve assez peu en fantasy ou en SF ou en littérature de l'imaginaire en général, ce que je trouve assez étrange parce qu'il y a énormément de tropes de romance qu'on retrouve à cet endroit-là, comme ça peut l'être par exemple pour les triangles amoureux, les enemies to lovers, etc. Donc c'est vraiment, on a l'impression plutôt un mood, une ambiance qu'on peut donner dans des histoires de romance pure, et j'ai une petite théorie là-dessus sur pourquoi est-ce que c'est moins appliqué en SFFF plutôt qu'en romance, et on reviendra là-dessus juste après. Pour ma part, j'aime plutôt bien, je trouve que ça fait des textes assez mignons, assez cheesy, mais qui passent toujours plutôt bien. C'est un petit peu niais, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, loin de là. C'est plutôt même quelque chose dans lequel je vais avec entrain si je suis dans le mood pour de la romance, mais bon, si je suis pas dans le mood pour de la romance, globalement j'en lis pas, donc ça c'est pas quelque chose qui pose problème. J'ai beaucoup analysé cette trope et les différentes opinions des gens sur internet à ce sujet, et du coup j'ai pu développer quelques théories et quelques analyses pour essayer de comprendre pourquoi elle fonctionne. Et donc on va se remettre sur un schéma de romance classique dans des livres,
Et donc on a souvent en premier la rencontre, puis il y a un build-up, donc la tension qui monte avec les personnages qui vont se rapprocher, qui vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, donc une tension qui grandit énormément jusqu'à avoir le sommet, donc c'est le moment où la tension est tellement grande et c'est l'endroit où ils se mettent ensemble. On est souvent à 90% du livre et au final c'est ce qui fait retomber la tension, l'attente et le suspense pour les lecteurs. Bon, même si le suspense en romance il est assez faible, mais on se demande toujours comment est-ce que ça va se passer. Donc c'est vraiment le moment où les personnes se mettent ensemble qui fait redescendre la tension et qui permet d'achever la conclusion avec plutôt des fins joyeuses et des fins positives. Une bonne grosse happy end de romance quoi. Mais quelque chose qu'on aime aussi beaucoup dans la romance, c'est les moments de couple assez mignons, donc les moments de relation entre deux personnes quand elles vont se chamailler, s'embrasser, se retrouver dans des situations peut-être un petit peu gênantes de couple en société, quand les gens doivent se rapprocher, tout ça. Enfin voilà, on aime bien les situations de couple assez classiques, les dates, les choses comme ça. Sauf que le problème, c'est que pour ça, il faut que le couple soit déjà formé. Or, on a vu juste avant, la formation du couple, c'est ce qui correspond à la diminution, à la perte de la tension. Et une fois qu'un couple est formé, la tension ne peut se recréer, en tout cas à l'échelle du couple, uniquement par des péripéties ou des choses qui viennent perturber l'alchimie du couple. Et quand on lit de la romance, c'est rarement ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir un couple qui va bien le plus souvent et pas un couple qui va s'entre-déchirer à longueur de journée. Et donc la nécessité de cette tension grandissante au fil du roman et l'absence de possibilité de faire ça de façon mignonne, douce et bienveillante avec un couple déjà formé, ça fait que c'est assez compliqué de mettre des scènes de couple dans un livre de romance puisque l'achievement à la fin doit être la formation du couple. Et du coup le fake dating permet ça en fait, vu que ce sont des personnes qui n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre mais qui vont se retrouver dans des situations de couple, on peut avoir tous ces moments un petit peu mignons où ils vont être contraints de se rapprocher, où ils vont se montrer en date en public ou alors où ils vont s'embrasser un petit peu pour rire. Enfin voilà, toutes ces scènes mignonnes qu'on va aimer dans les couples, et ben on les a alors que en même temps on peut faire augmenter l'attention et les sentiments des personnages l'un envers l'autre. Et du coup on a le côté mignon qu'on aime bien chez les couples et en même temps la tension du est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas. Et finalement c'est peut-être aussi pour ça que en fantasy, en SFFF, c'est moins nécessaire puisque la tension est rarement uniquement due au couple et à la romance. Et donc on peut avoir des relations qui se forment au sein d'un roman avec la tension finalement plus fantasy, plus politique, plus dans la guerre, etc. Enfin tout ce qu'on peut avoir dans des romans de fantasy. Cette tension est présente et du coup on a les moments mignons de couple qui sont là pour détendre un petit peu l'atmosphère et qui ne sont pas là finalement pour augmenter encore cette tension. Peut-être que c'est pour ça qu'on en a moins souvent en fantasy parce que finalement on n'en a pas besoin pour faire du suspense et pour créer de l'attente chez le lecteur. Après c'est vrai que c'est aussi des livres qui sont assez irréalistes par plein d'aspects. Je pense que très peu de gens font en vérité des fausses relations de couple. Parfois j'imagine que ça peut arriver mais je pense que c'est beaucoup plus rare que dans les romances en tout cas. Et c'est ce côté un petit peu irréaliste, un petit peu tiré par les cheveux parfois, qu'on aime bien aussi, ça nous fait un peu déconnecter de la réalité finalement. Et c'est des situations qui sont quand même très propices au quiproquo, à l'humour, donc c'est des situations qui s'y prêtent très bien. Et quand c'est ce qu'on veut et ce qu'on recherche dans une romance, et ben ça fonctionne à merveille. Ça peut être aussi parfois associé à d'autres tropes, donc c'est parfois un mélange un petit peu de plusieurs tropes. C'est notamment le cas dans le roman dont je vous ai parlé en introduction, donc le contrat de Noël, et ça peut être parfois associé à des enemies to lovers, notamment quand deux personnes qui ne s'aiment pas vraiment se retrouvent à devoir prétendre qu'ils sont en couple et c'est là qu'ils se rendent compte que finalement ils sont pas si ennemis que ça. Ou alors comme je l'ai dit avant, la forced proximity, donc des personnes qui vont se retrouver côte à côte par la force des choses. Donc ça c'est souvent associé et on voit souvent plusieurs tropes finalement qui s'entremêlent au fil du texte. Après, comme toutes les tropes, il y a certains problèmes et certaines choses qui sont plus difficiles à bien faire que d'autres.
et certains écueils dans lesquels les autoristes tombent assez souvent. Et s'ils ne viennent pas gêner la lecture, c'est des choses à prendre en compte quand on va lire un roman de fake dating, et je trouve ça important, même si on apprécie quand même le genre, de voir les choses un petit peu plus problématiques entre guillemets et un petit peu moins saines qu'on peut trouver dans ce genre de texte. C'est pas pour ça qu'on les appréciera pas, mais ça permet de prendre aussi du recul par rapport à ce genre de texte. Un des problèmes qui est le plus revenu quand j'ai demandé ce que vous pensiez du fake dating dans les romances, et c'était les raisons finalement qui poussent les personnes à faire la fausse relation. Et parfois, c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune raison, ils pourraient juste se mettre en couple normalement, et pour ça je pense à To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, où vous avez peut-être vu aussi l'adaptation sur Netflix qui est très sympathique. Et en effet, ils auraient pu juste se mettre en couple sans nécessiter le côté faux de la relation, ce qui est un peu un prétexte. En fait, c'est souvent un petit peu expédié, des raisons qui sont risibles et ridicules. C'est un petit peu un prétexte pour dire allez, on commence, on expédie ça vite, la raison elle est nulle, mais on commence par du fake dating. Pour moi c'est un petit peu ça, et finalement la raison, bof. C'est un petit peu ce qui est aussi associé à ce que je disais avant, le côté très irréel, très surréaliste, un petit peu capillotracté de ces romances, et finalement c'est un peu un contrat qu'on passe avec l'auteur de dire bon ok, j'accepte qu'il n'y ait pas trop de raisons, mais ça passe quand même. Parce que souvent, on va pas se mentir, le problème de base aurait pu être résolu de 10 000 autres façons, et notamment par un truc très important qui est la communication entre plusieurs personnes. Car c'est souvent ça la base du problème, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre des personnes. Ce qui est à mon sens un peu plus gênant, c'est quand, au-delà du fait que ce soit ridicule, les raisons qui poussent les personnages à se mettre dans une relation factice sont très malsaines et entraînent des relations finalement peu désirables qui sont valorisées, je trouve, à tort. Et ça peut notamment être le classico-classique de se mettre en relation factice pour rendre un ou une ex jaloux ou jalouse. Ou alors certains cas, j'en ai jamais lu mais je sais que ça existe, où quelqu'un peut être un petit peu forcé pour le travail ou par son boss à se mettre en relation. Je trouve que ça c'est assez malsain, ça signe un petit peu une relation de domination et de dominant-dominé, et qui n'est pas forcément critiquée dans beaucoup de romances. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu malsain, un petit peu bizarre, et c'est pas des bonnes relations, et pour moi ça pose un peu la question de, à terme, même si les sentiments sont réels, de la bienséance et de la véracité de cette relation. Parce qu'en fait c'est souvent un mécanisme de défense qui va éviter au personnage de faire face aux vrais problèmes, et donc c'est un petit peu une fausse façon d'aller mieux et de se sortir d'une situation délicate, et donc qui n'adresse pas ce qui les dérange réellement. Et malheureusement, ces raisons malsaines sont beaucoup plus fréquentes que des raisons saines, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en finale. Comme dans Un contrat de Noël, c'est pour un repas de famille avec une famille parfois un petit peu toxique, ou alors si c'est juste pour un prétexte pour un repas, c'est pas forcément quelque chose lourd en conséquences. Pareil, dans un autre livre que j'ai pu lire, The Unhoneymooners de Christina Lauren, donc qui a été traduit sous le nom de L'Anti-Lune de Miel, où finalement les deux protagonistes doivent faire semblant d'être en couple car ils imitent le couple qui devait partir en lune de miel. Voilà, là c'est une raison valable, une raison plutôt cohérente, même si encore une fois un peu capillotractée et surréaliste. Mais voilà, c'est une raison plutôt saine en tout cas. Bon, ça reste quand même mentir aux autorités, mais c'est pas une relation malsaine sur le plan du personnage et de la construction des personnages. Et du coup, tout ça forcément, comme c'est du factice, comme c'est quelque chose qui est du pretense, j'ai perdu le mot en français, désolée, ça impose forcément une part de mensonge de la part des personnages. Et ce qui est forcément problématique, et ça va dépendre un petit peu de vers qui le mensonge est tourné, parce que si c'est pour ses proches, c'est forcément un petit peu plus problématique que de la communication ouverte. Et pour le gouvernement ou pour des mensonges à des autorités, comme je le disais pour les Unhoneymooners, ou alors pour des choses type Green Card Marriage ou des trucs comme ça, voilà, c'est toujours un petit peu différent, c'est des problématiques qui vont être totalement différentes. Personnellement, j'ai plus de tolérance pour tout ce qui est mentir face à l'autorité, car on s'attache
avant tout aux relations entre les personnages et à la dynamique des personnages en eux-mêmes, leur évolution. Et donc forcément, s'il y a des mensonges et des mauvaises communications avec leurs proches, on s'imagine que dans la relation à terme, ce sera le même problème. Et donc j'ai un petit peu du mal à croire que la relation va pouvoir survivre ad vitam aeternam si elle a été créée justement par ces problèmes de communication que du coup les protagonistes n'ont pas résolus en soi. Et du coup ça veut dire que les personnages n'ont pas une façon saine de communiquer avec leurs proches. Une autre chose à laquelle il faut faire pour moi très attention dans ce genre de texte, c'est le côté égalitaire entre les deux personnages dans la relation. Et ce que je veux dire par là, c'est que les deux personnages doivent être à la même base, doivent être tous les deux au courant que c'est une relation factice et aucun des deux ne doit avoir dès le début des sentiments pour l'autre, en tout cas des sentiments amoureux. Parce que dans ces cas-là, on part, comme je le disais avant, sur de la mauvaise communication et quelque chose de malsain dès le début, dans le sens où les protagonistes finalement ne vont pas faire un chemin ensemble vers leurs sentiments, mais ça va être très décalé et du coup forcément l'un d'entre eux va mentir depuis le début et un petit peu dire « Oh ben moi aussi finalement j'ai des sentiments pour toi » quand l'autre se réveille un petit peu. Donc ça signe quand même une communication qui n'est pas optimale dès le début et c'est parfois le cas dans certaines relations et c'est pour ça que paradoxalement j'aime beaucoup les enemies to lovers dans ce genre de relation, enfin je le dis paradoxalement mais j'aime beaucoup de façon générale les enemies to lovers donc c'est pas surprenant. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'aversion l'un envers l'autre qui fait qu'ils vont finalement progresser de la même façon et ensemble vers le même point avec des sentiments amoureux. Et ce qui est assez cool aussi, c'est quand il y a des limites très claires qui sont définies, c'est souvent le cas dans les fake dating où il y a une forme de deal, de contrat, de règles, ça c'est évidemment présent dans To All the Boys I've Loved Before où la protagoniste va faire signer justement une liste de règles, donc je dois faire ça, on doit faire ça ensemble, on ne fera pas ça, par exemple ça peut être on ne se verra pas en privé ou alors on ne s'embrassera pas, des choses comme ça. Et petit à petit en fait les limites vont se retrouver à être franchies un petit peu d'elles-mêmes de par l'évolution des personnages et l'évolution de leurs sentiments l'un pour l'autre. Une autre problématique assez gênante de par les situations dans lesquelles les personnages vont être mis, c'est le problème du consentement et de situations romantiques qui vont se retrouver imposées à eux et forcées dans des espaces pas forcément safe où les personnages ne vont pas être en capacité de dire non. Par exemple, ça peut être donc deux personnages dans une fake relationship et ils vont se retrouver dans une situation qui fait que, et je tire ça d'un roman que j'ai lu, par exemple, ils sont au soleil et du coup l'ami de la protagoniste va dire « Oh bah tiens, et si tu lui passais de la crème solaire dans le dos pour éviter qu'il ait un coup de soleil, ce serait trop mignon, blablabla. » Et du coup, aucun des protagonistes ne peut finalement refuser, ils se retrouvent à être très tactiles, très proches l'un de l'autre avec une situation qui va être en plus observée par les personnes qu'ils connaissent aux alentours, donc ils ne peuvent pas dire non, et ils se retrouvent dans des situations qui peuvent les mettre inconfortables. Ou alors un autre exemple, c'est par exemple « Oh ben mince, il n'y a plus qu'une chaise pour deux personnes, donc bah tiens, pourquoi tu ne la vas pas sur ses genoux puisque c'est ton copain ?» Et encore une fois, ils ne peuvent pas trop dire non parce que c'est quelque chose d'assez anodin pour un couple, mais c'est pas forcément des choses avec lesquelles ils sont ok. Et ils sont un petit peu dans la zone grise du consentement finalement. Pas parce que l'autre n'accepte pas qu'il n'y ait pas de consentement, mais parce que la situation finalement fait qu'ils ne peuvent pas mettre les limites avec lesquelles ils sont safe. Et donc c'est toujours quelque chose, je trouve, qui est assez gênant et assez embêtant parce que ça contraint vraiment les protagonistes à faire des choses parfois avec lesquelles ils sont pas à l'aise. Et enfin, dans beaucoup de situations, c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est quelque chose qui me laisse toujours dubitative, c'est qu'il n'y a pas de notion de fin. En fait, ils disent pas on va se mettre ensemble pendant 2 mois et après on arrête, c'est toujours on va se mettre ensemble, on va faire genre on est ensemble. Mais en fait, t'es un peu en mode des fois, mais si ça dure 4 ans, vous allez rester ensemble pendant 4 ans, si l'objectif à atteindre, la raison pour laquelle vous êtes mis ensemble n'est pas résolue, dans 6 mois vous allez faire quoi? Vous allez rester ensemble pour de faux? Genre, voilà. C'est un petit peu toujours bizarre je trouve. Autant il y a certaines fois, notamment par exemple la romance de Noël dont je vous ai parlé, où c'est pour un repas de famille, donc c'est pour les fêtes de Noël. Donc là il y a vraiment une fin, un début, une fin, c'est clair, c'est précis.
Mais des fois c'est vraiment en mode bon bah on se met ensemble. T'es un peu en mode mais vous allez en faire quoi à terme? Enfin, donc je sais pas, ça me perturbe toujours beaucoup. Je trouve que des fois ça pourrait être mieux organisé de leur part. Bon, du coup, pour résumer un petit peu toute l'analyse que j'en ai faite, c'est quelque chose qui est assez sympathique, assez mignon, mais avec un début qui est souvent bateau, qui est souvent un peu bâclé, avec des raisons pour commencer la troupe qui sont un petit peu basiques à chaque fois. Ça ne va pas révolutionner le genre, mais une fois que c'est mis en route, ok, on accepte le fait que la raison soit pourrie, honnêtement, et on va avec eux, mais il y a pas mal de risques aussi que ce soit malsain dès le début avec des problèmes de communication au sein de la relation, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention parce que les bonnes communications dans les couples, dans les livres, c'est assez rare et encore plus dans ce genre de trope. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, et encore une fois c'est important de reconnaître ces problèmes, même si on apprécie un livre, de reconnaître que ok là la communication aurait pu être un petit peu meilleure, et honnêtement quand un livre est entièrement basé sur un problème de communication, moi ça me sort un petit peu par les yeux, parce que si discuter 5 minutes permet de résoudre la totalité du roman, c'est qu'il y a un problème dans la trame narrative. C'est assez rarement à ce point, mais il y a toujours quand même des problèmes de communication latents, de par aussi la situation du mensonge, soit envers les proches, soit envers les protagonistes eux-mêmes, notamment lorsque l'un des deux aime déjà l'autre en secret, ou alors auprès d'autorités ou du gouvernement, etc. Ce qui me pose personnellement un petit peu moins de problèmes. Mais bon, souvent au fil du livre, ça s'arrange et on a des choses très très mignonnes et très sympathiques à lire qui fonctionnent toujours très bien dans le domaine de la romance, je trouve. J'ai rarement eu beaucoup de mauvaises expériences avec le fake dating, donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt quelque chose vers lequel je vais me tourner assez facilement quand j'ai envie d'une romance. Ça m'assure quelque chose de mignon et de sympathique, donc c'est vrai que je vais y aller assez facilement finalement. Et en faisant le point sur les livres que je voulais vous recommander et les livres de fake dating que j'avais lus, je me suis rendu compte que finalement il n'y en avait pas tant que ça, et notamment certains que j'avais pas adoré non plus. Mais mon préféré que j'ai lu l'année dernière, c'était un de mes gros coups de cœur de l'année dernière honnêtement, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui vient juste d'ailleurs de sortir en version française, donc aux éditions Hauteville. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce fake dating, c'est qu'on est dans une ambiance scientifique avec une protagoniste qui est doctorante, donc qui doit rédiger sa thèse et qui va se retrouver à être dans une relation factice avec un des professeurs de l'université où elle est. Ce n'est pas son professeur à elle, donc il n'y a pas ce souci de prof-élève. Ils sont vraiment dans deux thématiques différentes. Et on a un petit peu ce côté enemies to lovers, puisque ce monsieur a une très mauvaise réputation. Il est réputé pour être un enfoiré avec ses élèves et un petit peu les descendre. Et du coup la protagoniste va apprendre un petit peu à le connaître, et lui finalement il ne la connaît pas puisque c'est une élève parmi beaucoup d'autres. Et donc voilà, ils apprennent petit à petit à se connaître, c'est hyper mignon, et pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait moins ce problème de mauvaise communication, et j'ai trouvé que leur relation s'étoffait de manière assez jolie, assez belle. Et il y a tout ce sujet du financement scientifique et de la thèse de doctorat et des implications pour ses propres études quand on fait des sciences. Et Ali Hazelwood est également une doctorante, donc elle sait plutôt bien de quoi ça parle. C'est vraiment en sous-texte, c'est pas le sujet principal, mais je trouve que ça change un petit peu des sujets habituels et des contextes habituels qu'on peut avoir dans ce genre de romance, donc je trouve que c'est assez sympa. Et j'ai vraiment adoré ce livre, ça se lit hyper rapidement. Je pense qu'en 2-3 heures c'est lu, c'est un moment hyper mignon, hyper sympathique à prendre. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection de fake dating. Ensuite, des textes que j'ai trouvé plutôt sympathiques mais que je n'ai pas non plus adoré. Je vous en ai déjà parlé juste avant, et il s'agit donc de The Unhoneymooners, ou l'anti-lune de miel de Christina Loren, où suite à un mariage, les deux protagonistes sont les seuls à ne pas avoir une intoxication alimentaire, et donc ils vont partir tous les deux en lune de miel à l'endroit qui était prévu, et donc ils vont devoir prétendre qu'ils sont en couple pour ne pas que la lune de miel soit annulée et se retrouver à devoir payer des frais en plus.
Et ensuite, il y a To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han qui a été traduit. C'est une trilogie, mais bon, on peut lire aussi le premier tome qui, je trouve, est le meilleur. Ça a été adapté également en une trilogie de films sur Netflix qui est assez sympathique également. C'est du YA, donc c'est un peu plus jeune, moins de scènes un petit peu hautes également. C'est plutôt classique. J'ai également essayé de lire Boyfriend Material de Alexis Hall, que je n'ai vraiment pas trop aimé en raison de l'humour qu'il y avait dans le livre, qui n'était pas mon genre d'humour et que je n'ai pas terminé, mais je sais que beaucoup de gens l'aiment énormément. J'en ai énormément à lire également. Je me suis rendu compte que finalement dans ma liseuse j'en avais beaucoup, et j'ai par exemple que je peux vous citer et qui ont eu des très bonnes notes. Et d'ailleurs, si vous en avez lu certains que je vais citer, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour que je sache un petit peu vers quoi diriger mon prochain fake dating. Il s'agit notamment de Honey and Issues Guide to Fake Dating, ou encore The Kiss Quotient de Helen Huang, ou un autre Christina Loren, et il s'agit de The Soulmate Equation. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres également, mais ceux-là c'est vraiment ceux que je veux le plus lire, qui m'avaient l'air le mieux. Et comme je vous le disais juste avant, en fantasy finalement le choix est assez pauvre, et par contre j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant et qui vient juste de sortir en version originale. Il s'agit de Foul Lady Fortune de Chloe Gang, que vous connaissez peut-être car elle a écrit le texte These Violent Delights, qui est une duologie de fantasy qui est assez connue même en France, où elle a été traduite sous le même nom. Et donc on va suivre Rosalind Lang, qui est une jeune femme qui se retrouve à ne pas vieillir et à ne pas pouvoir mourir, et elle utilise ses capacités en tant qu'assassine. Et l'histoire se passe en Chine au XXe siècle, au moment des invasions sino-japonaises. Décidément, j'enchaîne avec les guerres sino-japonaises du XXe siècle. Mais elle va se retrouver à devoir être dans une fausse relation avec un autre espion pour pouvoir mener à bien plusieurs opérations contre l'armée japonaise qui essaye d'envahir la Chine. Donc ça a l'air très intéressant, la fantasy a l'air un petit peu en sous-texte, mais il y a toute une dimension politique qui peut franchement être intéressante en plus du fake dating, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce texte. Ouais, c'est le seul exemple que j'ai trouvé en fantasy qui ne soit pas du mariage arrangé, parce que pour moi c'est quand même une trope qui est assez différente, qui est plus politique, plus historique que du fake dating. Donc voilà, c'est un petit peu le seul que j'ai pu trouver. Mais dites-moi si vous avez d'autres exemples que je n'ai pas forcément mis en évidence et que je n'ai pas forcément trouvé sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, et si vous avez des commentaires sur ce type de relation, sur ce type de livre, si vous connaissez des gens qui ont fait du fake dating, parce que moi personnellement j'en connais pas en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, et ce sera avec plaisir d'interagir avec vous comme toujours. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.